Merci de nous permettre de vous présenter aujourd'hui la préindication schizophrénie syndromique au séquençage à très haut débit. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, avec Gaëtan, on avait envie de vous raconter un peu l'histoire de la préindication et son pourquoi. Cette préindication, en fait, elle est intimement liée à l'histoire du CRMR Génopsy à Lyon, qui est dirigé par le professeur Demilly, puisque quand Génopsy a ouvert ses portes en 2013, un des objectifs était le dépistage des maladies rares au sein des troubles psychiatriques atypiques. Donc pour ça, c'est vrai qu'on bénéficie d'une situation géographique qui est assez exceptionnelle, puisque le centre se situe au sein de l'hôpital psychiatrique, avec vraiment cette volonté du coup d'amener la génétique au sein de l'hôpital, à proximité des patients, tout en étant tout près des hospices civils de Lyon et notamment à côté du service de génétique clinique et surtout du laboratoire, dirigé par Damien Sanlaville. Alors, assez vite, avec les collègues, avec Damien Sanlaville et son équipe, Marianne Thiel pour la partie cyto beaucoup, Gaëtan pour la partie biologie moléculaire, on s'est rendu compte que parmi les maladies psychiatriques des adultes, celle qui était vraiment la plus rentable quand on commençait à chercher des maladies génétiques rares, c'était la schizophrénie. Donc, pour donner un peu un ordre d'idée, ce n'est pas des chiffres issus de la recherche, ça c'est les chiffres un peu sur ma cohorte depuis 2013. En CGH, on a une rentabilité d'à peu près 13%. Sur l'exome, Gaëtan, tu me disais la semaine dernière qu'on était sur des chiffres plus élevés. Oui, les chiffres sont plus élevés, mais là, les patients sont bien triés quand même. Voilà, mais on ne peut pas comment dire, c'est des patients que j'ultra sélectionne pour Gaëtan, mais on a vraiment des très bons chiffres. Depuis 2013, ça fait des centaines de personnes pour lesquelles un diagnostic génétique a été posé, pour lesquelles les soins ont pu être adaptés en sachant que c'est souvent des troubles psychiatriques très sévères, et on a pu, dans un certain nombre de cas, adapter les soins à la lumière du diagnostic génétique. Et c'est tout autant de familles pour lesquelles un conseil génétique a pu être délivré. Alors, il n'y a pas un cluster lyonnais. Ces patients, ils sont partout sur le territoire, mais le dépistage est très inégal sur le territoire. Et la volonté qu'on avait avec Caroline Demilly, Damien Sanlaville, Gaëtan Lesca, quand on a présenté cette préindication au plan France Médecine Génomique, c'était de promouvoir en fait une égalité du dépistage sur le territoire, de permettre à un schizophrène au fin fond de la Creuse de pouvoir aussi bénéficier d'outils performants. C'est très important de s'occuper de cette population parce que, comme souvent quand il y a des troubles psychiatriques atypiques, les gens échappent au radar de la génétique. Même s'ils ont tous les critères, même s'ils sont dysmorphiques, même s'ils ont des gros soucis associés, le tableau psychiatrique est tellement sévère, les troubles du comportement peuvent être tellement sévères que les gens vont rester dans, on va dire, un peu le carcan de la psychiatrie. Et il faut aller du coup vers eux. C'est important parce que la schizophrénie, c'est 1% de la population générale. Alors, la préindication, elle ne s'adresse pas à l'ensemble des sujets schizophrènes. On parlera après, je crois, des risques, des scores polygéniques qui étudient plutôt justement les formes de schizophrénie qui ont un modèle d'hérédité complexe. Nous, aujourd'hui, là tout de suite, on va surtout parler des schizophrénies syndromiques, c'est-à-dire des schizophrénies qui concernent des individus singuliers ou des familles singulières en lien avec une pathologie rare génétique, pour lesquelles il y a donc une transmission mendélienne et pour lesquelles les plateformes de séquençage à très haut débit peuvent répondre à la question du pourquoi, en fait. Alors, la prévalence des maladies génétiques rares dans la schizophrénie n'est pas parfaitement connue, aussi parce que les outils évoluent régulièrement et du coup, les chiffres bougent. C'est forcément supérieur à 1%, puisqu'on a déjà 1% de microdélétion 22q11 dans une population générale de sujets schizophrènes. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole, Gaëtan. Alors là, des choses qui ont déjà été dites un peu par Cyril Mignot avant et qui sont bien connues du public. C'est effectivement l'intérêt du diagnostic génétique en général d'avoir une cause. Dans le cas de ces patients-là, effectivement, ce sont des patients qui ont tendance à être institutionnalisés, à être un peu sortis du circuit diagnostique, plus ou moins sortis selon les endroits. Dans les endroits, ils sont complètement sortis et ça peut permettre de les remettre un petit peu dans ce cadre-là. Il y a souvent des demandes d'informations, voire de conseils génétiques de la part des apparentés.
pas forcément facile à prendre en compte tenu des problèmes de tutelle, de curatelle et autres. Les outils disponibles maintenant, c'est les mêmes que ceux qui ont été présentés par Cyril. Donc la CGHRS, dont on a pu montrer qu'elle n'était pas dénuée d'intérêt pour ces populations, puisqu'il existe des CNV de prédisposition bien connus pour ce type de problème-là. Il n'est pas possible de déterminer un panel avec des contours précis, comme pour la déficience intellectuelle, contrairement à d'autres pathologies. Et cette ouverture au séquençage du génome complet est vraiment une opportunité pour ces patients. Donc, la question de est-ce qu'il faut passer tous les patients en schizophrène, la réponse évidemment, c'est impossible. Et ça n'a pas forcément un grand intérêt à l'heure actuelle. On ne saura pas forcément interpréter les données. Peut-être que lorsqu'on aura des scores polygéniques vraiment performants, ce sera possible. Aujourd'hui, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'était je peux passer à la diapo d'après. Voilà, c'était disons, de cibler une population qui soit un peu plus à risque de maladies monogéniques. Donc, sur cette diapositive, on voit un peu ce qu'a dit Alice, la rentabilité de la CGHRS qui est variable. Ça, c'est dans les publications. Dans notre expérience, c'était un petit peu plus élevé que ça. Alors, peut-être parce qu'effectivement, le service de génopsie était déjà un service expert et qui triait un peu les patients. Notre petite expérience de l'exome sur cette population-là est pas très abondante, mais elle est très intéressante parce qu'on a quand même un taux de positif très élevé. Alors, ce sont des patients triés, ce sont des patients qui, pour certains, avaient des troubles du neurodéveloppement auparavant, mais quand ils sont intégrés dans ce processus, c'est vraiment par une porte d'entrée schizophrénie. Ils n'avaient pas été évalués auparavant. Et donc, effectivement, ces patients qui ont leur prise en charge a un coût médico-économique très important et faire ces diagnostics. Il n'y a pas aussi des maladies neurodégénératives, des maladies métaboliques parfois dans certains cas. En tout cas, ce n'est pas sans intérêt d'avoir un diagnostic étiologique précis chez ces patients. Oui, du coup, je peux peut-être juste compléter sur les chiffres de la CGH, c'est qu'il y a déjà un pré-tri. Les gens qui arrivent à Génopsie, ils ont été envoyés par le psychiatre parce que le psychiatre était alerté. Contrairement aux chiffres de cohorte où c'est sur de la schizophrénie tout venant en général. Sur l'exome, les chiffres sont plus hauts parce qu'il y a un second tri qui est le mien. Voilà. Du coup, si on dit qu'on ne veut pas aller dépister l'ensemble de la population de sujets schizophrènes parce que la rentabilité ne serait pas très élevée, il y a une étude récente en 2019 de Balakrishna sur 500, il a fait 600 exomes trio à peu près, puis la rentabilité n'était vraiment pas très intéressante. Si on dit qu'on ne veut pas tester l'ensemble de la population, à ce moment-là, il faut effectivement la trier. Et pour ça, on peut utiliser les drapeaux rouges. Donc, les drapeaux rouges, qu'est-ce que c'est? C'est un set de signes cliniques qui sert, quand il y a une maladie fréquente, à identifier au sein de cette maladie-là des sous-types rares ou alors des diagnostics différentiels. Et on peut tout à fait utiliser ce principe-là dans la schizophrénie pour identifier les formes syndromiques. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au cours des 5-6 dernières années, en fait, il y a pas mal de papiers qui manipulent cette notion sans la nommer. C'est-à-dire qu'en 2019, il y a l'équipe de Balakrishna là, qui a fait ses exomes trio puis qui disait en fait l'exome dans cette population-là, c'est pas très rentable. Mais en parallèle, il y a beaucoup d'auteurs qui disent oui, mais schizophrénie plus tableau neurodégénératif ou schizophrénie plus tableau neurodéveloppemental ou schizophrénie plus épilepsie sévère ou épilepsie avec une histoire particulière, sévère ou avec des dyskinésies. Là, l'exome devient rentable. Donc, les drapeaux rouges, je vais vous les présenter sur la diapo d'après. Ils sont en cours de validation dans 2 études. En CGHRS, c'est une étude multicentrique à laquelle participe notamment l'équipe de Laurence Fèvre, et puis une validation en exome qui est encore en cours d'inclusion. Donc, l'idée, c'est quand même qu'il y ait un dépistage systématique, mais clinique. Et on va pouvoir rechercher des drapeaux rouges psychiatriques qui ont un lien en fait avec l'histoire du patient, une précocité des troubles, une réponse anormale au traitement, soit une résistance, soit des effets indésirables sévères, et puis la présence d'hallucinations visuelles au premier plan. Et puis, il y a des drapeaux rouges non psychiatriques. Il y en a qui semblent vraiment évidents, comme bien sûr des éléments morphologiques, un trouble du neurodéveloppement. Mais par exemple, la scolarité spécialisée sans DI en CGH, ça ressort significativement. Donc, l'idée, c'est qu'une fois que pour le patient, on a au niveau psychiatrique identifié que le tableau était compatible avec une schizophrénie syndromique, dans un premier temps, en 2021, on commence par une CGH-arrêt, ce qui permet déjà de dépister un certain nombre de patients. Et ensuite, si
le dossier répond aux critères d'inclusion, on peut proposer le dossier à la RCP d'indication au séquençage très haut débit. Donc, qu'est-ce que c'est ces critères? Finalement, ils sont assez simples. Une CGH qui n'explique pas ou qui n'explique pas complètement le phénotype. Des parents disponibles pour le prélèvement, ça c'est plus compliqué puisque là, il s'agit de personnes adultes, parfois désocialisées. Et puis, la présence d'au moins 2 drapeaux rouges, si possible, un psychiatrique et un non psychiatrique. Alors, dans tous les cas, s'il manque un parent ou si les drapeaux rouges ne sont pas tous présents, si on est suffisamment inquiet, on va dire au niveau psychiatrique pour le patient, bien sûr que le dossier peut être discuté en RCP et on voit si on peut aller plus loin ou pas ensemble. Les modalités de la RCP découlent en fait des particularités de la préindication. Comme on l'a vu, on parle de dépister, de démasquer des maladies rares qui sont masquées par une maladie fréquente. Ça veut dire qu'au niveau clinique, il faut être très rigoureux. L'hétérogénéité génétique est très importante. Gaëtan le disait tout à l'heure, on a des gènes de neurodéveloppement, des gènes qui a trait plutôt aux pathologies neurodégénératives, il y a des pathologies métaboliques. Donc, ça nécessite, pareil, des connaissances solides et une bonne expérience. Et du coup, au début, on a proposé une RCP nationale, et c'est d'ailleurs ce qui a été validé par le plan, avec vraiment l'idée de créer une dynamique nationale et de travailler tous ensemble en harmonisant nos pratiques. C'est comme notre présentation aujourd'hui, une RCP qui est collaborative avec des psychiatres, des généticiens et des neurologues. Et jusque-là, Boris, qui participe beaucoup et qui anime aussi beaucoup la RCP, peut le confirmer, l'orientation se fait assez naturellement vers les plateformes Sequoia ou Auragen en fonction en fait de qui est le prescripteur. La RCP, c'est un vendredi tous les 2 mois à 15h30. Elle se fait à distance. Il suffit juste d'envoyer un mail à l'une des 2 adresses suivantes pour être sur la mailing list et recevoir les dates et être ajouté au prescripteur. C'est possible juste de nous envoyer le PowerPoint et qu'on le présente pour vous si vous ne pouvez pas être disponible le jour J. Les limites, on les a rapidement évoquées. Parfois, c'est très compliqué d'avoir accès aux parents. Et l'adressage de la psychiatrie jusqu'à la RCP est très variable en fonction des villes. Pour l'instant, c'est un peu tout le temps les mêmes qui proposent des patients sur la RCP. Et on a tout un programme un petit peu avec Gaëtan peut-être de formation ou pour essayer de faire un peu plus de liens parfois entre les équipes. Voilà, on arrive au bout. Merci à tous. Merci à l'équipe de Génopsy et à Caroline de Midi. Et un grand merci aussi à toute l'équipe de Damien Saint-Léville, à Marianne et Caroline pour les centaines de CGHLU et à Gaëtan et Nicolas pour la partie moléculaire.